Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Rachid Madran. Bonjour. Vous êtes ministre de l'aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, communauté française. Le cours de citoyenneté, puisqu'on en parle beaucoup et qu'il est sur la table du gouvernement, ce sera 1 ou 2 heures par semaine? Écoutez, la déclaration de politique communautaire précise bien que c'est 1 heure, donc 1 heure de citoyenneté, 1 heure de religion. Mais c'est vrai que pour le PS, idéalement, c'était 2 heures de citoyenneté. C'était de remettre, si vous voulez, la religion dans ce qui est facultatif et puis de remplacer les cours de religion par des cours de citoyenneté. En fait, ce qu'on veut surtout, c'est des cours qui rassemblent, qu'on ne sépare plus les enfants sur base des conceptions philosophiques des parents, mais qu'à un moment donné, ils puissent avoir 2 heures ensemble pour évoquer toutes les questions essentielles, les valeurs des droits de l'homme, le vivre ensemble, le libre examen. Alors, on sent bien que vous êtes prudent, vous vous abritez derrière la déclaration de politique communautaire, donc celle du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais on entend aussi qu'il y a beaucoup de plus en plus d'élus socialistes. Il y a encore une déclaration d'une douzaine d'échevins ce midi qui demande 2 heures de cours de citoyenneté. Est-ce qu'on va vers ça ou pas? Est-ce que c'est sur la table du gouvernement ou pas? En tout cas, ce n'est pas dans la déclaration de politique communautaire, mais c'est l'idéal du PS, on l'a toujours dit. Qu'est-ce qu'on fait? Alors le cours de religion devient une matière optionnelle qu'on rajoute en plus en fin de journée? C'était l'idée qu'on avait dès le départ, c'était de transformer 2 heures de cours de religion par les cours de citoyenneté. Mais ici, ce qui a été décidé lors de la confection de la nouvelle majorité, c'était 1 heure, 1 heure. On en reste là ou ça peut changer vu à ce la stade, situation dans laquelle on est pour le moment, avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Oui, c'est vrai, il faut évidemment en tenir compte, mais il y a un groupe de travail qui est mis en place au niveau du Parlement et qui est présidé par ma collègue Caroline Désir, et ils se voient tous les mercredis, et donc ils sont en train de travailler sur cette question. C'est eux qui tranchent, ou c'est Joël Milquet, ou c'est la majorité dans son ensemble? Ce sera la majorité et le Parlement. Je veux dire, c'est pas de la langue de bois que de dire ça, mais c'est-à-dire que c'est un débat de société très très important, et je veux dire, chacun est là avec ses valeurs, avec ce qu'il a décidé. Nous, c'est pas la ministre de l'Éducation qui a la main toute seule? Elle est en charge du dossier en tant que membre de l'exécutif, mais c'est une question de société, je crois, importante. On a connu des événements assez dramatiques, et donc je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui rassemble nos enfants et tout ce qui peut contribuer à forger un esprit du vivre ensemble doit être soutenu, Alors, vous êtes compétent pour la lutte contre le radicalisme, en tant que ministre de l'aide à la jeunesse et des maisons de justice aussi. Vous avez lancé un numéro vert, c'était vendredi, ça veut dire à quoi? Alors, on s'est rendu compte en fait que, vous savez, on fait des formations pour les travailleurs de première ligne, puisque moi j'ai les maisons de justice et l'aide à la jeunesse. Donc ce sont, si vous voulez, des travailleurs sociaux qui sont confrontés en première ligne avec des jeunes qui sont en proie finalement à des recruteurs qui, il faut les aider, mais surtout, on se rend compte aussi qu'il faut aider les parents, parce que j'ai rencontré beaucoup de familles d'enfants, soit radicalisés, soit en voie de radicalisation, qui sont souvent démunis, ils se retrouvent tout seuls, ils ne savent pas vers qui se tourner. Et donc, dans ma compétence maison de justice, aide à la jeunesse, on a mis en place ce numéro vert, je profite de l'occasion pour le rappeler. 0820 000. 0820 000, qui au fond, 0 à la fin. Voilà, qui va aider finalement, de manière anonyme et confidentielle, les personnes qui téléphonent à s'orienter. On va les aider à s'orienter. Alors, soit ils vont aller vers des services psychosociaux où ils auront une aide, soit ils pourront s'adresser directement à des avocats. On a travaillé avec le barreau francophone et germanophone. Je leur ai demandé de nous faire, si vous voulez, une brochure. Il y a une fiche thématique qui s'adresse aux professionnels, qui est extrêmement technique, qui rappelle un peu tous les éléments juridiques. C'est des spécialistes du pénal qui l'ont fait. Puis il y a une brochure plus grand public qui s'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées par cette question, aux familles. Et puis il y a un folder qui est beaucoup plus vulgarisé, beaucoup plus simple, qui renvoie au numéro 0800. L'idée, c'est vraiment de ne pas laisser ces familles seules face à ce type de situation. Par exemple, une maman qui voit sa fille en voie de radicalisation. Qu'est-ce que je peux faire? À qui je peux m'adresser? Et qu'est-ce qui répond? C'est des psychologues? Alors, on a, spécialistes du droit? alors ceux qui écoutent, les écoutants, renvoient vers des professionnels, soit des professionnels du psychosocial, soit vers des avocats. Et en fonction de l'endroit où réside la personne dans la communauté française, dans chaque arrondissement judiciaire, il y a des permanences juridiques gratuites, confidentielles, et ils ont une consultation juridique, soit avec des avocats, soit avec des associations agréées, où il y a des juristes qui peuvent expliquer aux familles un petit peu la grande crainte des familles, Rachid Madran, vous la connaissez, c'est que dans ce genre de cas, on craint que les informations qu'on transmet elles soient récupérées par la police, et qu'au lieu d'aider un proche, un enfant en particulier, finalement on va plutôt l'envoyer en prison. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux familles? C'est pour ça que j'ai précisé, ça comme ça. c'est très important comme question, c'est pour ça que j'ai précisé que c'est
anonyme, confidentiel, et sauf cas de force majeure, c'est-à-dire quelque chose où le secret professionnel n'intervient plus. Par exemple, vous apprenez qu'il y a un attentat imminent qui se prépare. Évidemment, dans ces cas-là, on informe les autorités. C'est au-delà du secret professionnel. Pour le reste, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un colloque singulier entre un juriste, un avocat ou un psychologue ou un assistant social et une famille qui vient demander de l'aide. La frontière est ténue, mais c'est comme le secret des sources des journalistes. Mais donc, je suis face à un jeune qui se prépare, par exemple, à partir en Syrie. Est-ce que je suis dans le secret professionnel ou est-ce que je dois prévenir les autorités? C'est comme les journalistes et le secret des sources, c'est-à-dire il y a une limite qui est connue, c'est le secret professionnel. Jusqu'où va-t-il? Il est défini par des textes, etc. Et ici, on a convenu avec les avocats, avec les écoutants, avec les personnes qui travaillent dans le social, qu'on est là pour apporter une aide et orienter. Si c'est nécessaire, les familles peuvent, elles aussi, à un moment s'adresser aux autorités s'il y va de l'intérêt de leur enfant. Pourquoi est-ce qu'il faut aider ces familles? Parce qu'elles sont démunies, elles sont en plein désarroi et elles se retrouvent toutes seules. C'est une première en Belgique. On se rend compte qu'on a beaucoup travaillé sur la dimension répressive. Vous savez, pour être tout à fait clair, il ne suffit pas de mettre des militaires dans les rues pour régler cette question. Il ne suffit pas simplement d'un dispositif répressif. Il faut aussi du préventif. Donc il faut aider ses parents. Et en aidant ces familles, vous savez, on protège la société parce qu'on va probablement éviter des départs et on va éviter aussi peut-être que des jeunes se radicalisent parce qu'on aura pris le problème avant qu'il ne devienne très difficile à gérer. Donc ça, c'est une initiative de votre ministère, donc Fédération Wallonie-Bruxelles, dans l'espace francophone. Denis Ducarme, chef de groupe MR à la Chambre, il avait plaidé il y a quelques mois pour un numéro vert pour dénoncer les actes de radicalisation. C'est quoi la différence? Eux, ils sont dans la délation et nous sommes dans la prévention. Délation, c'est un mot assez négatif. Hein? C'est un petit peu comme ça que ça a été expliqué, en tout cas. Moi, j'ai été au Danemark, j'ai pas vu de numéro où il y a de la délation. Par contre, j'ai vu qu'on est beaucoup dans le préventif. Et l'idée, c'est de vraiment d'aider ces familles à identifier, à déceler, et dès qu'elles ont décelé, à un moment, à les orienter pour aider au mieux les familles et les enfants. Yann Yambon, il était venu dans notre émission il y a quelques semaines. Il avait dit qu'il y avait encore 5 départs par mois en Syrie. En Belgique, il estimait que c'était surtout aux alentours de Bruxelles et en particulier à Vilvoorde qu'il y avait encore beaucoup de départs, alors que c'est beaucoup moins qu'avant, mais c'est quand même pas la fin du phénomène. Est-ce qu'il y a des zones sensibles en Wallonie-Bruxelles? On parle beaucoup de Bruxelles, c'est vrai, mais pour le moment, toute la mouvance, on le sait, et M. Yambon le sait peut-être mieux que d'autres, c'était particulièrement l'axe Anvers, Vilvoorde, Malines. Évidemment, il y en a aussi à Bruxelles, mais par exemple, nous, dans les IPPJ, vous savez, tous les ans, on s'occupe de 40 200 jeunes à peu près, des enfants qui sont en difficulté ou en grand danger. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a aujourd'hui 5 jeunes en IPPJ. Ils étaient encore 6 la semaine passée. Qui sont placés en IPPJ pour des questions de radicalisation ou liées ou en lien avec la radicalisation. Et on a une fille qui a été remise en famille et qui est accompagnée. On a un dispositif qui s'appelle les API, accompagnement post-institutionnel, ou des SAMIO. Et donc, ils sont suivis en famille. Et donc, voilà, on était à ça. Le placement en IPPJ, où on traite théoriquement de la délinquance, c'est efficace pour ce phénomène complexe qu'est la radicalisation, qui n'est pas la délinquance, qui est autre chose. C'est vrai, c'est autre chose, mais ça a donné des résultats. On le voit. Déjà, on a les jeunes avec lesquels on travaille pour le moment. Et puis, on a cette fille, par exemple, qui est remise en famille. Donc, il y a tout un travail qui se fait aujourd'hui avec la famille et avec le jeune. Et pour le moment, en IPPJ, dès lors que la justice nous les confie, nous sommes en mesure de travailler avec ces jeunes et d'essayer d'apporter des réponses. Vous aviez évoqué l'idée d'un IPPJ en région bruxelloise. C'est toujours sur la table, ça avance? Je maintiens cette idée. Vous savez, par facilité, on parle toujours d'IPPJ. Moi, ce que je veux, c'est une structure, une institution à Bruxelles qui soit innovante, une institution qui soit ouverte, qui soit très encadrée et qui soit surtout en lien et en interaction, j'ai envie de dire, avec l'environnement. C'est-à-dire s'appuyer aussi sur des dispositifs qui existent, des AMO, des écoles de devoirs, des clubs de sport, des écoles. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse accueillir des enfants, soit avant le placement en IPPJ, soit après le placement en IPPJ. Et ça va se faire en région bruxelloise pour éviter que tout le monde doive aller à l'autre bout de la Belgique. Écoutez, pour le moment, ça va se faire avant la fin de la législature. Vous avez déjà repéré un terrain? Écoutez, on a pour le moment identifié une série de lieux où on pourrait implanter, je ne peux pas encore le dire, et on est en train de travailler sur les contours du dispositif. J'avais demandé au délégué général de réfléchir, je profite d'ailleurs pour saluer le délégué, puisqu'il a été redésigné, M. Bernard De Vos, et donc on est en train de réfléchir à un contenu qu'on va donner à ce projet. Donc il ne sera pas tout à fait un centre fermé, si j'ai bien compris, mais qui permettra d'accueillir des jeunes bruxellois. Mais ce que vous devez savoir, et c'est ça le chiffre important, c'est que 43% des jeunes aujourd'hui placés en IPPJ sont bruxellois. Alors vous avez écrit
écrit à Théo Franken avec Rudy Demotte sur la présence des 11 enfants roms au square Maximilien. Il vous a répondu ou pas? Il nous a toujours pas répondu, mais on a écrit avec mon collègue ministre-président qui est en charge des droits des jeunes et moi-même aide à la jeunesse pour lui rappeler ses obligations. La Belgique a signé des conventions internationales. On a signé la convention des droits de l'enfant. On se retrouve aujourd'hui dans des situations assez dramatiques. On a jeté comme ça des familles c'est avec des familles des enfants. roms qui viennent de l'Union européenne, donc on ne peut pas fait. vraiment leur accorder l'asile. On ne peut pas non plus tout à fait les renvoyer parce qu'on sait Tout à fait, mais on a des obligations. À partir du moment où on est signataire d'une convention comme celle des droits de l'enfant, on a une obligation. Et vous savez, je sais qu'aujourd'hui, des municipalités se mobilisent pour essayer de trouver des solutions. À Ixelles, par exemple, je l'ai appris ce matin, le bourgmestre Willy de Courty a fait une réquisition. Il a signé un arrêté du bourgmestre pour obliger Fait d'Asile à réintégrer ses familles, donc ses enfants, parce que ça se situe rue Fritz Toussaint à Ixelles. Donc dans des locaux de Fait d'Asile. C'est ça. Donc c'est le bourgmestre qui va ordonner la réintégration des familles roms. Dans ce dossier-là, sur Ixelles, oui, il y a d'autres communes qui se mobilisent. La communauté française se mobilise. Mes collègues de la région bruxelloise, Céline Frémaux et Pascal Smet, ont également Donc les familles roms vont bientôt pouvoir réintégrer un logement. C'est ça que vous êtes en train de nous annoncer? C'est ça que je suis en train de vous dire, mais donc en même temps... les 11 enfants concernés vont plus rester dans la rue. Des solutions d'hébergement se dégagent. Mais ce qui est important, c'est de rappeler le fédéral à ses obligations. Il ne s'agit pas de renvoyer le dossier comme ça aux entités fédérées, à la communauté qui n'a pas la compétence, ni à la région, ni aux communes. Et donc il faut absolument que le fédéral assume son rôle. Et en tout cas, on a signé cette convention, il doit la respecter. Ouais. Une dernière question, Rachid Medran, Schaerbeek, ça vous intéresse? Alors je vais être très clair. Pour mettre fin aux spéculations, je suis d'Etterbeek, je suis à Etterbeek, je suis échevin empêché à Etterbeek pour le moment. Je reste à Etterbeek et j'espère que je conduirai la liste PS dans ma commune à Etterbeek. En 2018 au communal. Je vous pose cette question parce qu'on a beaucoup écrit que vous pourriez venir à Schaerbeek. Donc je vous le dis, monsieur Grosfilet, je PS reste à Etterbeek, je suis très bien à Etterbeek, même si j'aime beaucoup Schaerbeek et j'aime beaucoup Molenbeek, mais moi je suis très bien à Etterbeek et donc je reste. Donc il n'y aura pas de parachutage de Rachid Medran? Il n'y aura pas de parachutage, je reste dans ma commune et je vais conduire la liste avec toute mon équipe. Merci Rachid Medran d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain pour un nouvel interview politique. Bonne journée.